Si vous pensez que la meilleure supercar des années 80 c'était la Ferrari F40, laissez-moi vous dire à quel point vous avez tort. Car je ne pense pas qu'un génie milliardaire et philanthrope a fait plier le gouvernement américain juste pour en avoir une. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de la Porsche ultime, la 959. Cette vidéo est une production Racing Lovers, comme ses sublimes t-shirts, hoodies et autres goodies, ou encore le site connectant les passionnés entre eux en référençant Rasso et Pro autour de vous. Et c'est aussi disponible sur Tontel en application. Tous les liens sont en description et chaque clic soutient la chaîne, alors allez voir, c'est super cool. Mais avant tout, pour comprendre l'importance de ce modèle chez la marque de Stuttgart, il faut comprendre sa situation. Début des années 80, après avoir essuyé 2 crises pétrolières, Porsche, bien qu'encore épaulé par ses nombreuses victoires auto, est dans une impasse financière. Les SUV n'ont pas encore transformé nos routes et la recette de Porsche commence à se faire vieille. Et surtout, hormis la 914 qui mériterait elle aussi une vidéo, c'était la seule voiture que vendait Porsche qui survivait alors par le biais d'études pour d'autres constructeurs. Oui, dans ces temps-là, Porsche est plus un bureau d'études qu'un constructeur à part entière et il est toujours bon de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Alors, quand des rumeurs font état d'une réglementation interdisant les moteurs arrière chez l'oncle Sam, les dirigeants décident qu'il est temps de passer dans le futur et d'en finir avec l'origine trop proche d'une voiture du peuple. Et pour faire ce saut, il est temps de mettre un moteur au bon endroit pour l'époque, à l'avant. C'est là qu'entre en jeu le docteur Helmut Bott. Désolé si tous les Allemands ont des noms de méchants dans James Bond. Ingénieur en chef de la marque et responsable de nombreux trophées pour eux, comme avec la très fameuse 917 détentrice à 2 reprises de la victoire aux 24 heures du Mans en 70 et 71, Helmut est alors convié dans le bureau des dirigeants qui lui exposent leur idée et Helmut est ravi. Pour lui, la plateforme originelle empruntée à la coccinelle en a encore sous le coude, mais son ancienneté chez le constructeur pour lui est importante. Il acceptera alors de développer le nouveau vaisseau amiral et d'en finir avec la 911, place à la 928 et son V8 refroidi par eau et sa petite sœur la 924 4 cylindres. What is that, sir? That, Charles, is my new Porsche 928 S4. Shall I have the chauffeur put it in the garage? Fire the chauffeur. Si la dernière était une étude commissionnée par Volkswagen dont elle partagera de nombreux éléments, la première allait être la première vraie Porsche. Plus rien à voir avec ses origines. Les Porschistes font la tête, mais ça c'est pas grave, on a l'habitude. Les critiques adorent la 924, et elle se vend plutôt pas mal. Qui aurait cru qu'une Volkswagen reconçue par Porsche aurait plu? Malheureusement, ce ne sera pas tant le cas pour la 928 qui, à son départ, ne suit pas la même courbe, et comme elle ne partage rien avec l'antique 911, dont les lignes ont coûté vraiment une fortune à faire, elle se vend pas si bien que ça, et il faut rentabiliser, et ce vite, et surtout en finir avec les soucis de fiabilité qui commencent à faire pâtir l'image de Porsche. La solution pour Porsche, vendre la 928 aux Américains bien plus friands de ce type de GT. Et pour cela, ils feront appel à nul autre que Peter Schutz. C'est lui qui nous a mis en tête qu'un véhicule de chantier c'était jaune en travaillant notamment à la direction de Caterpillar. Porsche l'invite alors à une réunion où les patrons étudient les courbes prévisionnelles de la vente des 928 et pendant cette réunion il y avait aussi un certain Bott. Schutz fut interrogé sur ses idées pour vendre la 928, il se leva, prit un stylo et traça une ligne qui surpassa celle de la 924 et 928 et il apposa la légende 9, 1, 1. Et oui, bien malgré les dirigeants, Schutz était lui aussi un grand fan de la 911. Et pour lui, Porsche ne peut exister sans elle. Mais encore faut-il prouver ça au conseil d'administration. En sortant du bureau, Bott le rejoint pour échanger. Schutz l'interrompit. Lance un programme pour revenir au top de la compétition, fais-le vite, pour pas cher. Il faut rappeler qui nous sommes. Bott, alors en visite au musée Porsche, voit la 936, la gagnante du Mans en 70 et 71, l'emprunte, lui installe le moteur prévu pour la 956, et les voilà partis à la conquête du Mans avec nul autre volant que Jackie X. C'est avec cette victoire qu'il prend la confiance pour aller voir Schutz et lui proposer son projet de 911 ultime. Et il savait que pour rendre la 911 Turbo plus violente, il lui fallait 4 roues motrices. Et quoi de mieux pour les tester et montrer la supériorité de Porsche que de courir dans la catégorie reine des années 80. Le groupe B, c'est l'arène de gladiateurs ultime, mais pour Bott, c'est le laboratoire d'essais parfait. Lui qui a passé des années à torturer des boîtes de vitesse pour les améliorer ou encore détruit les suspensions d'une Mercedes pour la rendre supérieure. Il a même inventé les premiers essais de télémétrie avec des capteurs de force G et des caméras dans les voitures qu'il a testées. Il n'y a personne de mieux pour propulser Porsche dans le nouveau millénaire. C'est en 83 qu'un premier prototype est présenté au public au salon de Francfort sous le simple nom Groupe B, dont les lignes sont clairement tirées du projet C29 qui avait pour but de passer le coefficient de pénétration de la 911 en dessous de 0,29. Chose déjà courante à l'époque, mais qui aura le mérite de faire évoluer Porsche. Mais ce design fait sensation.
Les gens sont intrigués par cette nouvelle itération de la 911, mais elle n'est pas prête pour la clientèle encore. Ni d'ailleurs pour son but, le groupe B, qui demande de produire 200 exemplaires pour le public avant de s'engager. Mais décision est prise alors, l'année suivante, sous une carrosserie d'ancienne Porsche 911 SC, Bott fixe le nouveau système Porsche Steuerkupplung, ou PSK pour les intimes, qui permet au travers d'embrayages pilotés par 8 ordinateurs d'adapter la distribution de la puissance en fonction des besoins. En forte accélération, ce sont les roues arrière qui sont maîtresses à bord, mais si nécessaire, les 4 roues s'activent pour assurer un grip et une répartition 50-50. Pour les nouveaux passionnés, c'est un peu comme l'équivalent du système Atesa de Godzilla. Et bordel, ça marche! Pas de groupe B, mais heureusement, le Paris-Dakar est plus laxiste sur les entrées et la 911 SC propulsée par la PSK remporte la victoire cette année-là. Mais pour en faire une voiture du futur, il faut plus que 4 roues motrices. Je veux dire, Audi a déjà fait son trou de ce côté-là. Revient alors le moteur Flat Six emprunté à la 930, mais complètement revu, avec le début du refroidissement liquide sur une 911. Chose qui n'arrivera pas avant la 911-996. L'injection est revue par Bosch, et le bloc fini de 2,8 litres s'assimile plus à un moteur de 962. En parallèle, il travaille aussi sur la carrosserie, non pas faite d'alu haut de carbone, chose qui se faisait déjà à l'époque, non, Porsche dira qu'ils expérimentaient de nouvelles méthodes. Aussi, la carrosserie sera faite d'un alliage d'alu et de Kevlar, et pour le sol, ce sera du Nomex bien plus résistant à la chaleur. Alors, par la suite, Bott avouera que c'était plus une question de moyens, la raison pour laquelle il n'était pas passé au carbone. Un des gros défauts de ce Kevlar d'ailleurs, c'est que la peinture accrochait très mal, résultant dans des voitures extrêmement mal finies niveau peinture. En 85, finit la Porsche Groupe B, le numéro officiel c'est 959. Elle est présentée au salon de Francfort quasi finie, mais ne sort pas encore de l'usine, et donc pas encore de Groupe B, pas grave, retour au Dakar. La victoire ne sera pas si facile, pourtant assisté en voiture d'assistance rapide du premier Cayenne de l'histoire. Ok, la carrosserie extérieure c'est un classe G Mercedes, mais pour l'équipe d'assistance en 85, il était trop lent. Donc, sous le capot, Bott s'est amusé avec des pièces de Porsche qu'il détestait, et oui, on retrouve un V8 de la 928. En faisant ainsi le premier 4x4 propulsé par la marque, et donc un Cayenne avant l'heure, propulsé par un V8 d'environ 300 chevaux. Un autre problème important se pose au développement quant au passage de la puissance aux 4 roues. La boîte est alors développée par Borg-Warner qui proposa la première boîte 6 vitesses au monde. Enfin, en quelque sorte. Pour des raisons de tout terrain, et peut-être aussi de pouvoir passer les réglementations de bruit avec une première qui aurait été trop bruyante sur la 959, la première vitesse sera nommée G pour Gelände, terrain en allemand. Vitesse ultra courte pour des situations périlleuses, faisant de la seconde vitesse la première finalement. D'ailleurs, ce G vous le connaissez bien chez Mercedes, et oui, le classe G a fait venir lui aussi sa lettre de ce terme. Les turbos trouvent alors la place dans le moteur, oui, se remplaçant au cours de l'accélération pour assurer une puissance la plus constante possible de 444 chevaux. Tout ça résultant en un monstre capable d'exploser le 0 à 100 en 3,7 secondes, avec une vitesse maximum de 317 km/h. Je vous rappelle qu'on est dans les années 80, et ces chiffres sont vraiment impressionnants. D'ailleurs, ils sont tellement impressionnants que Porsche décidera de faire développer des pneus spéciaux, les Run Flat, qui seront contrôlés par un ordinateur de bord chargé de surveiller la pression en temps réel. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, ces pneus sont fabriqués. Nous sommes alors en 86 quand les premiers modèles commencent à sortir de l'usine. Malheureusement, le temps ne jouera pas en leur faveur et les 200 exemplaires nécessaires ne seront pas produits à temps pour participer à la dernière édition du groupe B. Mais cette même année, la 959 de course, la 961, rafle tout au Mans dans sa catégorie, remettant le bébé de Bott au premier plan. Mais Porsche ne va pas non plus se reposer sur ses lauriers. Avec cette victoire au Mans, les 959 commencent à s'écouler pour la modique somme de 225 000 $. Soit environ le prix d'une SF90 Stradale aujourd'hui. Mais elle a coûté le double à Porsche, la rendant non rentable. De plus, la concurrence italienne est rude, et si Porsche est une voiture de course en déguisement, la F40 est une voiture de course pour la route. Elle est flamboyante, le design carré typique de ces années-là fait de l'ombre à la Porsche tout en rondeur, pourtant tellement supérieur à l'œil averti et amateur de haute technicité et d'informatique. D'ailleurs, en parlant d'informatique et de haute technicité, Gates préférera acheter une 959 pourtant non légale aux États-Unis, Porsche n'ayant pu se permettre de fournir les 4 modèles nécessaires à l'homologation pour les crash tests aux États-Unis. Gates commence alors à conduire sa voiture et cela fait saisir quasi immédiatement. En 87, retour de la 961 au Mans, mais cette fois-ci, malchance. Le pilote nous fait un petit raté de vitesse passant de la 5 à la 2, provoquant ainsi un spiné détruisant la 961 dans les flammes. Mais tel un phénix, elle fut reconstruite par Porsche pour exposition dans leur musée. Outre-Atlantique, Gates n'en a pas fini. Il fait pression sur le gouvernement américain pour conduire sa Porsche. Le gouvernement finit par lui céder une loi, la Show and Display, permettant aux voitures produites à l'étranger marquantes dans l'histoire de l'automobile d'être achetées sur le territoire sans procéder à tous les crash tests. La F40 leur prendra temporairement le titre de la voiture de série la plus rapide au monde avec un petit km/h d'avance. Mais Porsche ne se laisse pas faire et assure son titre avec 344 km/h avec la 959S. Faisant encore aujourd'hui de cette 959S la deuxième Porsche la plus rapide.
Titre pris par la 918 Spider, à peine plus rapide d'1 km/h, avec presque le double de la puissance. Malheureusement, cela reste un échec et Bott et Stutz seront remerciés par Porsche, pourtant grâce à eux, ils auront révolutionné la supercar. Ils ont montré leur puissance et capacité à s'adapter, et pour Porsche, la bonne évolution n'a pas toujours été aisée, il suffit de voir ce qui les sauvera plus tard. Mais au même titre qu'une F40, cette Porsche pour tout ce qu'elle a fait pour nos voitures modernes mérite sa place sur nos murs. C'était Mario pour Racing Lovers, je vous dis à la prochaine, et n'oubliez surtout pas, restez tunés.